Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au TP titrage d'une solution de fer Fe2+ par le permanganate, MnO4-. C'est ça qu'on appelle la manganimétrie. Je vous avais envoyé le travail à chercher. Donc là, je vais répondre aux questions. Le montage, on a une burette graduée avec le permanganate K+, MnO4-. Et en bas, on a le bécher avec Fe2+. Alors, pourquoi on est obligé de mettre dans la burette la solution de permanganate? C'est tout simplement parce que si on mettait le permanganate en bas dans le bécher et Fe2+ dans la burette, on aurait, au moment où la réaction a lieu, une réaction parasite. MnO4-, la réaction va produire des Mn2+. Et si on met en présence MnO4- et Mn2+ dans le même milieu, on a vu en cours que ça pouvait faire une réaction parasite et former du MnO2. MnO4- avec Mn2+ font une réaction qu'on appelle médiamutation ou rétrodismutation pour former MnO2. Donc si on avait mis MnO4- dans le bécher, au moment où la réaction commencerait et formerait Mn2+, dans le bécher, il y aurait destruction du réactif dosant MnO4-. Donc, on est obligé de mettre MnO4- dans la burette. De cette manière, quand MnO4- réagit avec Fe2+, il va se former Mn2+, mais il n'y aura pas présence en même temps des deux espèces, là, MnO4- Mn2+, qui sont incompatibles. Ces deux espèces, c'est vrai qu'elles vont se retrouver à la fin dans le bécher une fois qu'on aura passé l'équivalence, mais comme la valeur du volume d'équivalence, on l'aura trouvé, c'est pas grave si ça réagit. Donc, on met dans la burette le permanganate. Là, vous n'avez pas vu le TP, mais ce qu'on constate quand on fait le TP, c'est que les graduations sur la burette, on a beaucoup de mal à les lire parce que la solution elle est très foncée et les graduations en général, elles sont écrites en noir, mais on n'a pas le choix, sinon le dosage serait faux. Donc les deux espèces qu'on a en présence au début, c'est MnO4- et Fe2+. Je vous ai montré la dernière fois, quand on superposait ces deux diagrammes, qu'on n'avait aucune zone commune entre MnO4- et Fe2+. Donc ils sont obligés de réagir un sur l'autre. Donc la question, on vous dit, sachant que la réaction est instantanée, ça veut dire très rapidement, tous les phénomènes qui sont lents, du coup, ils n'auront pas le temps d'avoir lieu. Donc MnO4-, il aurait pu donner lentement MnO2, ou alors il donne rapidement Mn2+. Et comme on vous dit que la réaction est instantanée, on va privilégier les couples rapides. Et les couples rapides, vous avez Fe3+, Fe2+. Donc là, vous avez de ce côté la transformation, on va avoir une oxydation. Le fer Fe2+ s'oxyde en Fe3+. Et de l'autre côté, MnO4-, le couple rapide, va donner Mn2+. Donc vous avez ces deux couples redox à considérer. Donc ensuite, on vous demande d'écrire la réaction de titrage. Donc pour ça, il faut écrire les deux réactions dans le sens prévu. Dans le sens prévu, Fe2+ donne Fe3+, et MnO4- donne Mn2+. L'étape suivante, c'est de faire la combinaison linéaire pour éliminer les électrons. Et donc, on doit multiplier la première ligne par 5 pour avoir le même nombre d'électrons que dans la deuxième ligne, qu'on laisse telle quelle. Et ensuite, on les ajoute. Donc, ça vous donne la réaction. Un MnO4- réagira avec 5 Fe2+. C'est bon, jusque-là, vous aviez trouvé?
Très bien, on continue. Donc, deuxième étape, on vous demandait de donner l'expression de la constante de réaction associée à la réaction de titrage en fonction des concentrations des espèces. Et ensuite, à l'aide du document 3 que j'ai repris ci-dessous, il fallait montrer que la valeur de K, c'était 4 10 puissance 61. Alors, une constante de réaction, je vous rappelle que c'est un rapport. Pour faire simplifier, c'est l'activité des produits divisée par l'activité des réactifs. Ce qu'on appelle produit, c'est ce qu'on a ici. Donc, au numérateur, il va falloir multiplier les activités. F est 3+, ce sera une concentration, puisque c'est une espèce soluble, ionique, à la puissance du coefficient stoichiométrique 5. Ensuite, on doit multiplier par Mn2+, à la puissance 1, et on doit multiplier par l'activité de l'eau qui fait 1 à la puissance 4. Donc après, on n'est pas obligé d'écrire le 1 à la puissance 4. Et en dessous, au dénominateur, vous avez Fe2+, la concentration puissance 5, MnO4-, concentration puissance 1, et H+, concentration puissance 8. Donc ça, c'est l'expression numérique de la constante de réaction K, mais vous n'avez pas encore la valeur. Alors, pour calculer la valeur de K, il y a une méthode qu'on vous donnait dans le document 3. Et cette méthode, elle aboutit à une formule qui est en bas, qu'on vous donnait sous forme 10 puissance. Cette formule-là. Cette formule-là, en général, il faut toujours la redémontrer en faisant toutes les étapes que je vais vous détailler. On ne doit pas la balancer directement, même si on pourrait. Ce n'est pas une justification. Donc, l'explication de comment on a trouvé cette valeur, il faut le détailler à chaque fois. Donc, ce n'est pas une méthode où il faut connaître tout par cœur, mais il faut avoir compris le principe. Donc, le calcul des constantes de réaction, tout repose sur les équations de Nernst. Donc, l'équation de la réaction redox, la réaction redox que j'avais donnée dans le tableau sous forme simplifiée, c'était le couple 1, OX1, RED1. Comme on a fait une combinaison linéaire pour éliminer les électrons, ici, on va en général avoir le nombre N2 qui se retrouve en facteur. D'ailleurs, là, on le voit. Devant le couple 1, Fe3+, Fe2+, on a 5 qui correspond au nombre d'électrons qu'on avait ici dans le couple 2. Donc ça, c'est la réaction redox. Donc si on fait une identification avec cette formule-là, donc N2 égale 5, c'est le coefficient 5 électrons, et N1 égale 1, c'est l'autre coefficient devant MnO4-. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est écrire la valeur du potentiel donnée par la formule de Nernst. Donc là, c'est une formule dans le cas général. On va l'appliquer dans notre cas particulier. Donc, le premier couple, qu'on appelle le couple 1, j'ai dit que c'était Fe3+, Fe2+. Donc, si vous écrivez la formule de Nernst, ça vous donne E égale E0 du couple Fe3+, Fe2+, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, c'est 1, log de, comme les deux espèces sont ioniques, ça va être concentration, il n'y aura rien d'autre. Donc, la relation de Nernst, le 1 qui est ici, on n'est pas obligé de l'écrire, hein, je l'ai détaillé, mais ce n'est pas une obligation. Ça, c'est la première expression. On fait pareil pour le couple 2. Le couple 2, l'équation, elle est un petit peu plus compliquée, puisque ce qu'on appelle OX2, moi, j'ai supposé qu'il y avait juste une seule forme.
En fait, OX2, c'est tout ça. MnO4- et 8H+. Donc, dans la formule de Nernst, ça va vous donner E égale E0. Ça, c'est obligé. Plus 0,06 sur, cette fois, vous avez 5 électrons. C'est le terme où on divise. Logarithme de, au numérateur, ici, c'est toute la forme oxydée. Donc, il y a MnO4- puissance 1 et H+, puissance 8. Et en bas, au dénominateur, vous avez la forme réduite, Mn2+, une concentration, et puis l'H2O, l'eau c'est le solvant, donc ça fait 1. Donc, voilà la relation de Nernst écrite pour les deux couples. Donc, ce qu'on va dire maintenant, c'est que le potentiel 1 et le potentiel 2, on va les égaliser. Ils ont la même valeur. Alors, d'où ça sort? Le fait d'avoir égalité, c'est que dans le système à l'équilibre, on étudie cette réaction-là, on va supposer que la réaction, qu'elle se fasse ou même si elle se fait très peu, il y aura en présence à chaque fois le couple Fe3+, Fe2+, celui-là avec celui-là. Donc, puisqu'on aura les deux formes Fe3+, Fe2+, le potentiel, il est donné par le couple du fer, par ce potentiel-là, cette formule. Et en même temps, comme vous aurez MnO4- et Mn2+, en présence aussi, le potentiel, il sera aussi donné par l'autre formule, le potentiel E2. Donc, on va égaler les deux valeurs de potentiel. Alors, cela, on le fait même si la réaction est totale. Et d'ailleurs, je prends d'avance, mais 10 puissance 61, c'est très, très grand devant 1000 ou 10 000. Donc, la réaction, on considérera qu'elle est totale. Même si elle se fait jusqu'à épuisement du limitant, cette valeur, elle est très grande, mais elle n'est pas infinie. Ça veut dire que les réactifs, les activités des réactifs qui sont au dénominateur, il y en a une des deux formes là qui tend vers 0, mais ce n'est pas rigoureusement 0, puisqu'on n'a pas une valeur complètement infinie. Donc, on aura bien un tout petit peu de résidus, soit de Fe2+, soit de MnO4-, et donc, à partir du moment où vous en avez ne serait-ce qu'un tout petit peu dans le système, on peut appliquer la formule de Nernst pour le couple 1 et pour le couple 2. Donc, on égalise les deux valeurs de potentiel. Donc, quand vous égalez les deux, vous avez une formule qui est relativement longue. Et la résolution, vous voyez que ça prend une dizaine de lignes, mais ça, il faut savoir le refaire. Donc, le but, ça va être de faire apparaître la constante K. Et la constante K, je vous remontre son expression. Il faut qu'on ait Fe3+ au numérateur, en haut, et Fe3+, vous voyez qu'il est déjà en haut. Donc, le Fe3+, il est à la bonne place. Après, à côté de lui, il faut qu'il y ait Mn2+ en haut. Or, Mn2+, là où il apparaît, il est en bas. Ça veut dire qu'il va falloir inverser les positions dans le log, puisque MnO4-, là, il est en haut, alors que dans la constante K, on voit qu'il est en bas. Donc, il va falloir retourner le log. Donc, ce terme log, pour retourner ce qu'il y a à l'intérieur, il va falloir changer le signe. Si on écrit moins log de ce qui est entre parenthèses, c'est comme si on avait retourné, si on avait permuté ce qui est dessus et dessous. Donc, en fait, le log, on va le faire changer de côté. Ce log, on va le faire passer à côté de l'autre. Et le E0, du coup, ce potentiel standard, E0, je vais le faire passer à côté de l'autre. Donc, ça va me donner cette formule-là. Donc, j'ai gardé
ce terme-là. Et à côté de lui, j'ai soustrait le terme qui était de l'autre côté. Et donc, il y a un signe moins devant. Et le E0 du fer, je l'ai fait passer de l'autre côté. Alors, je veux pouvoir faire apparaître cette expression de K. Mais vous voyez que Fe3+, il y a une puissance 5 et il est à côté de Mn2+. Mais pour pouvoir combiner les deux termes log, je ne peux pas les additionner directement parce qu'il n'y a pas le même coefficient devant. Ce terme-là et celui-là, ils n'ont pas la même valeur. Donc, comme ils n'ont pas la même valeur, je ne peux rien faire avec. Donc, l'astuce, je vais multiplier le premier terme, ça, je vais le multiplier par 5 sur 5. Et 5 sur 5, ça fait 1. Donc, vous êtes d'accord, ça ne changera pas l'expression. Ça ne modifiera pas la valeur. Donc, je vais multiplier par 5 sur 5. Le changement, c'est juste ça. 5 sur 5. Le reste ne bouge pas. Mon but, c'est d'avoir les mêmes termes qui sont devant. Ce premier terme et celui-là, juste celui-là, ils doivent avoir la même expression. Donc, je dois garder le 5 du bas, comme celui-là. Par contre, le 5 du haut, lui, il faut que je l'enlève. Et la seule possibilité pour l'enlever, ça va être de le passer dans le log. 5 log Fe3+, c'est comme si c'était log Fe3+, puissance 5. Donc, quand on fait passer dans le log, le 5 du numérateur, il vient de passer ici, dans le log. Tout ce qui était à l'intérieur, il est en puissance 5. Donc, ça fait Fe3+, puissance 5 divisé par Fe2+, puissance 5. Et c'est toujours égal à la fin. Le reste, je n'ai pas bougé. Maintenant, je peux combiner les deux termes log parce que j'ai le même coefficient devant. Donc maintenant, si je veux combiner les deux, vous savez avec les maths qu'une différence, log A moins log B, c'est log du rapport A sur B. Donc comme là, j'ai un signe moins, tout ce qui est ici, à l'intérieur du deuxième log, c'est comme si je l'écrivais au dénominateur en bas. C'est comme si je l'écrivais en bas à côté des Fe de plus. Donc MnO4 moins H+, ils vont passer en bas à côté de Fe de plus. Et Mn de plus, il va passer en haut. Et vous voyez que ça, l'expression qu'on a maintenant ici, là, ça, c'est l'expression de la constante K. Ça. Donc, on a exactement la même expression qui est dans le log. Donc, dans le log, tout ça, c'est la constante K dont on veut connaître la valeur. Donc, si je remplace, ça fait quelque chose de plus simple puisque K, il est devenu juste ici la valeur K. Et ensuite, il vous suffit de multiplier tout par 5 sur 0,06. Du coup, ça se simplifie de ce côté, ça apparaît là. Et pour neutraliser le log, on utilise la fonction réciproque 10 puissance. Donc, on va bien tomber sur une formule qui ressemble à ça, où la constante K, c'est 10 puissance. 5, c'est le nombre d'électrons qu'on a échangé dans l'équation. On divise par 0,06 et on a la différence des deux potentiels standards des couples. Donc, quand vous faites l'application numérique, 1,51 volts, c'est le potentiel
standard pour le manganèse et 0,77, c'est le potentiel standard pour Fe3+, Fe2+. Finalement, 10 puissance 61,6, si on fait l'application numérique, ça fait 4 10 puissance 61. Donc, vous voyez que ça, c'est une valeur qui est très grande devant 10 puissance 3. Très grande devant 10 puissance 3. Donc, on dit que la réaction, elle est totale. Donc, cette réaction va se dérouler jusqu'à épuisement du réactif limitant. Donc, je vais reprendre mon équation. Elle est là. Question suivante. Voilà mon équation. Alors, écrire la relation à l'équivalence en fonction de la concentration réelle en Fe2+, en note CFE, du volume prélevé de la solution de fer et de ce par quoi on dose le permanganate, la concentration et le volume d'équivalence. Ah, je l'avais déjà écrit ici, la réaction. Donc, à l'équivalence, ça veut dire qu'on aura neutralisé le nombre d'ions Fe2+ qu'on avait dans le bécher par ce par quoi on a dosé. Donc, le nombre de moles qu'on avait au début, ce sera le nombre de moles moins 5x. Et ici, la quantité qu'on a versée, c'est x. Donc, on voit que Fe2+, il va disparaître 5 fois plus vite que MnO4-. Donc, la relation à l'équivalence, le nombre de moles de fer divisé par 5 correspond au nombre de permanganate versé à l'équivalence. Ça, on peut le repérer sur le diagramme ici. On voit que Fe2+, il descend jusqu'à s'annuler complètement à l'équivalence. Et Fe2+, il descend beaucoup plus vite que le nombre de moles de permanganate. C'est quasiment la même chose que celui de Mn2+ qu'on a formé. Donc, Fe2+, il descend beaucoup plus vite que ce que Mn2+ monte. Il descend 5 fois plus vite. Et donc, le nombre de moles de fer divisé par 5 égale le nombre de moles de permanganate. Ça revient à dire que le nombre de moles de fer, c'est 5 fois la quantité de permanganate versée. Donc là, le but, c'est de trouver une relation à l'équivalence. Il y a plusieurs façons de l'exprimer. Donc la première, c'est de remplacer le nombre de moles, c'est concentration fois volume. On divise par 5. Et de l'autre côté, concentration fois volume divisé par 1. Et le but ensuite, c'était de trouver le volume de solution Fe2+ à prélever pour avoir un volume d'équivalence à peu près 10. Donc, si on veut savoir le volume de fer à prélever, c'est le volume VFE, volume de fer à prélever. On modifie l'équation de manière à avoir VFE égale. Donc, ça vous donne cette expression-là. Alors, normalement, quand on écrit nombre de moles égale concentration fois volume, le volume, il doit être exprimé en litres. Car la concentration, c'est des moles par litre. Mais comme moi, je veux un volume d'équivalence en millilitres, on peut, si on veut, exprimer le volume dans la formule ici, directement en millilitres, 10 millilitres. Et par analyse dimensionnelle, le volume ici sera également directement en millilitres. On n'est pas obligé de passer en litres et de revenir en millilitres. Vous pouvez exprimer directement en millilitres. Donc, dans l'application numérique, 5, c'est le coefficient stoichiométrique. 0,02, c'est la concentration du permanganate. 0,02, c'est aussi à peu près la concentration du fer. Et là, j'ai 10 millilitres. Donc, on voit vite
le 0,02 va se simplifier, il va rester 50 millilitres. Donc, il faut prélever 50 millilitres de Fe2+, et on aura un volume d'équivalence quasiment à 10. Alors, document 4, on voit le pourcentage d'espèces dans le bécher. Alors, il y a 3 points particuliers sur ce graphe au niveau des abscisses. VE, ça correspond au volume d'équivalence quand on a épuisé ce qu'on était en train de doser, c'est-à-dire Fe2+. La demi-équivalence, c'est quand on a versé la moitié du volume qui était nécessaire à l'équivalence. Et l'autre point particulier, c'est la double équivalence quand on a versé 2 fois plus que ce qu'on avait besoin pour l'équivalence. Donc, on vous demande, question 4, de trouver la valeur du potentiel à la demi-équivalence. Alors, la demi-équivalence, c'est quand vous êtes sur cet axe-là. On voit graphiquement sur la demi-équivalence qu'on va avoir des concentrations égales. Fe3+ égale Fe2+. C'est une intersection ici. Le nombre de moles dans le bécher Fe3+ ou Fe2+ est égal. Et donc, en concentration, c'est aussi égal. Alors, pour trouver le potentiel E, on a le choix. On a 2 formules de Nernst qu'on peut utiliser. Mais comme là, on voit que Fe3+ égale Fe2+, on va reporter dans Nernst du couple Fe3+, Fe2+. Et cette formule de Nernst, elle s'écrit comme ça. Il va falloir estimer cette valeur. Alors, est-ce que j'avais le choix? Est-ce que j'aurais pu prendre le potentiel avec l'autre couple? L'autre couple, MnO4- Mn2+. L'autre couple, le potentiel, il est donné ici. Je prends un peu d'avance. Si j'avais voulu essayer d'exprimer le potentiel à la demi-équivalence à l'aide de cette formule qui fait intervenir MnO4- Mn2+, Mn2+, j'aurais pu le trouver. Mn2+, on voit graphiquement qu'on pourrait donner une estimation. Par contre, MnO4- permanganate, la courbe MnO4- là, elle commence à décoller après l'équivalence. Avant l'équivalence, c'est 0. Donc, on n'aurait pas le droit de remplacer MnO4- par 0, puisque vous savez que log de 0, ça tend vers moins l'infini, vous n'auriez pas une valeur fixe. Donc là, on était obligé de reporter dans le couple de Nernst Fe3+, Fe2+. Donc cette formule, elle est vraie tout le temps, à condition qu'on ait à la fois Fe3+ et Fe2+ dans la solution. Et plus particulièrement au moment de la demi-équivalence, qu'est-ce qu'on va avoir? Comme relation mathématique, c'est que Fe3+ égale Fe2+ en concentration. Donc, dans le terme en log, ça va se simplifier et il va y avoir uniquement le terme E standard. Ce terme s'est simplifié au point particulier de la demi-équivalence, ici, puisqu'on avait l'intersection des 2 courbes de pourcentage, et donc on a directement E0. Donc, si vous prenez la valeur de l'énoncé, 0,77 volts, ça vous donne 770 millivolts. Donc, graphiquement, quand vous regardiez sur la courbe qui vous était donnée, on était quasiment à la bonne valeur, 770 millivolts. Alors ensuite, le potentiel à la double équivalence. À la double équivalence, c'est qu'on a versé 2 fois plus que l'équivalence. Donc, on est ici.
Donc, à ce moment de la double équivalence, on a épuisé complètement Fe2+. Fe2+, ça descendait, et ensuite Fe2+ est nul. C'est comme si on avait cette ligne bleue là, après l'équivalence. Donc, je ne pourrais plus utiliser cette formule-là, puisque log de quelque chose sur 0, log de 1 sur 0, ça me donne une valeur indéterminée. Donc là, je vais être obligé d'utiliser le potentiel avec les coupes du permanganate. Donc, qu'est-ce qu'on constate à 2VE? À ce point particulier ici, vous avez autant d'espèces Mn de plus que MnO4-. Les deux concentrations sont égales. Donc, si on reporte dans le couple, ici aussi, ça va se simplifier. MnO4- sur Mn de plus, cette partie va se simplifier. Il va vous rester uniquement H+. Alors oui, il s'est déplacé. Hop. Donc, voilà. Donc, il vous reste uniquement le terme en H+. Et comme on a vu la dernière fois, log H+ puissance 8, c'est comme si on faisait sortir le 8. Donc, ça vous fait 8 log H+. Et log H+, c'est moins pH. Donc, comme on nous dit dans l'énoncé que le pH, il est fixé égal à 1, il suffit de remplacer la valeur 1 ici. Et donc, quand vous faites l'application numérique, vous trouvez « 1,414 volts », ça fait 1414 millivolts. C'est cohérent avec ce qu'on observe sur la courbe. Alors, question 5. On vous dit, lorsqu'on procède au titrage potentiométrique, la tension lue sur le voltmètre, elle est décalée par rapport à la courbe de potentiel théorique E. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs sur le voltmètre que ces valeurs théoriques ici, 1414 millivolts. On a une valeur différente. Donc, trouver l'expression du potentiel par rapport à la valeur lue sur le voltmètre. Donc, voilà, je vous remets le montage expérimental. Vous avez le voltmètre sur lequel vous allez lire votre tension U. Et la tension, c'est la différence de potentiel entre l'électrode de platine. L'électrode de platine, elle va mesurer le potentiel de la solution. Et l'électrode de référence, électrode au calomel saturé, ECS, qui a une valeur de potentiel constante et connue, 345 millivolts. Donc le voltmètre, il affiche la différence de potentiel entre la mesure et la référence. Donc, potentiel théorique de la solution, c'est ça le E qu'on cherche. E référence, c'est 345. Et donc, il suffit de retourner l'expression, c'est-à-dire le 345, le faire passer de l'autre côté. Donc, E en millivolts, c'est U en millivolts plus 345. Donc, le décalage entre les deux courbes, ça va correspondre au potentiel de référence. Donc là, attention, il faut mettre les mêmes unités, tout en millivolts. On ne peut pas additionner des valeurs de tension en volts et d'autres en millivolts. Il faut tout mettre dans la même unité. Donc, on s'était arrangé pour avoir un volume d'équivalence de l'ordre de 10 millilitres. Ça, c'est quand on a fait le calcul du volume d'équivalence. On voulait un volume d'équivalence à peu près 10.
Mais cette solution, entre-temps, elle s'était oxydée. Donc, la concentration n'était plus tout à fait 0,02. Donc, lors du dosage, on trouve un volume équivalent qui est un petit peu plus faible que la valeur 10. C'est normal puisque probablement Fe2+ va s'être oxydé en présence d'air et aura donné Fe3+. Donc, c'est normal d'avoir une valeur un petit peu plus faible. Donc, on vous demande de calculer la concentration exacte en Fe2+. Donc, on repart de la formule relation à l'équivalence, ce qu'on avait tout à l'heure. On divise par les coefficients stoichiométriques. Et le but, c'est de trouver la concentration. Donc là, j'ai remplacé le nombre de moles par concentration fois volume. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la concentration CFE, ce terme-là. Donc pour obtenir ce terme-là, on multiplie par 5 et on divise par volume de fer. Donc ça vous donne application numérique. Donc comme j'avais tout à l'heure, dans la formule ici, normalement, il faut mettre les volumes en litres, puisque c'est des moles par litre fois des litres. Et vous avez le bilan en moles. Mais comme là, vous allez faire une division entre deux volumes d'équivalence, on a le droit de mettre directement les volumes en millilitres. C'est comme si le 10-3, 9,6 10-3, c'était simplifié en haut et en bas. Donc directement, vous faites le calcul. On trouve quasiment 0,02. 0,019, quasiment 0,02. Donc, le résultat est cohérent. Là, j'ai exprimé les deux dans la même unité. Et conclusion, est-ce que la solution correspondait à ce qu'on attendait? Donc, effectivement, on a un petit peu moins de Fe2+ que ce qu'on avait prévu. Donc, elle s'est un peu oxydée en quelques jours. Et l'écart relatif, la formule qui donne l'écart relatif, c'est une différence, ce qu'on attendait moins ce qu'on a réellement, divisé par la valeur de référence qu'on attendait. Donc, un écart, c'est une différence, et relatif, on divise par rapport à la valeur qu'on attendait. Donc, ça vous fait 0,05, c'est-à-dire 5%. Donc, la concentration, elle a diminué de 5% par rapport à ce qu'on attendait. Donc, elle s'est un petit peu oxydée, mais c'est encore correct. Voilà, j'ai terminé l'explication sur ce TP. Est-ce que vous avez des questions? Bon, ça a l'air très bien. Bon, alors j'arrête.